C'était quoi les affiches dans votre chambre d'ado? Ah non, parce que moi j'ai eu ma phase film de gangster. Alors forcément, à la fin d'un été, j'étais ultra fier d'afficher un gigantesque poster de Scarface, ce magnifique film de Martin Scorsese, juste au-dessus de mon lit. Cette grande affiche en noir et blanc, Robert De Niro, mitraillette à la main, en train d'hurler, bah c'était magique. Bah ouais, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors, Robert De Niro dans Scarface, un film de Martin Scorsese, ça c'est ce qu'on aurait pu avoir dans une réalité parallèle. Parce qu'au début des années 80, Al Pacino il sort d'un run cinématographique complètement dingue. Le gars est une superstar. Et du coup, il s'est même mis à produire les films dans lesquels il joue, et en vérité, on lui refuse pas grand chose. Et quand il va tomber sur Scarface, la version de Howard Hawks de 1932, Al Pacino il adore. Et du coup, ce film, bah, il veut l'adapter. Alors Al Pacino, lui, il veut jouer dedans, mais trouver un réalisateur, c'est pas facile. Alors il va en parler à son pote, Robert De Niro, qui va lui dire: écoute, ton film là, c'est une super bonne idée, fais-le maintenant tout de suite, parce que si tu le fais pas, je vais le faire moi, avec Scorsese. Donc si les posters dans votre chambre d'ado ressemblaient pas à ça, et bah c'est grâce à De Niro. Vous l'avez compris, mais aujourd'hui on va parler de deux monstres du cinéma, Al Pacino et Robert De Niro. Deux acteurs qu'on a mis en compétition tout au long de leur carrière en se demandant mais lequel est le meilleur des deux. Mais ce qui est fou, c'est que la réponse à cette question, bah, c'est Al Pacino qui va la donner lui-même, quelques années plus tard, dans une lettre écrite à la main, envoyée à Robert De Niro, et dont je vais vous parler. Bon les gars, De Niro et Al Pacino, c'est 60 ans de carrière. 120 films pour De Niro et 80 pour Al Pacino. Je suis même pas sûr d'avoir vu 70% de leur filmographie, et pourtant tout ce que j'ai vu, bah c'est des classiques. Ces deux acteurs, tous les jeunes comédiens du monde rêvent de les rencontrer. Un seul conseil de leur part, ça peut changer une carrière. Et j'ai été ce jeune comédien. Et j'ai moi-même rencontré Al Pacino. Je vais vous raconter tout ça. Vous allez voir, c'est assez fou. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est plutôt comment ces deux gars partis de rien, nés à Manhattan, qui ont connu la rue new-yorkaise et la misère et qui ont beaucoup galéré, sont probablement devenus les deux plus grands acteurs de tous les temps. My name is Al Pacino, and I'm gonna be meeting with my friend, my very good friend, Robert De Niro. Il y a un mois seulement, le monde entier découvrait cette publicité. Un studio de cinéma avec l'équipe technique au fond. On y voit directement la référence à un restaurant vide, comme si deux antagonistes se retrouvaient en secret, comme une rencontre dont l'issue est encore incertaine. Et d'un coup, Al Pacino et Robert De Niro apparaissent à l'écran. 82 ans pour De Niro et 85 pour Pacino, bras dessus bras dessous, en train de parler du temps qui passe, de leur vie, de l'amitié et de leur relation amicale. Le tout habillé en doudou de Moncler. Bon en vrai, on s'en fout qu'ils s'habillent en Moncler, c'est juste une campagne de pub. Mais si ces images résonnent autant en 2025, c'est parce qu'elles nous rappellent le statut de légende de ces deux hommes. Est-ce que vous savez combien de fois ils ont joué ensemble? 4 fois. Ouais, 4 fois. En 60 ans. Robert De Niro et Al Pacino, ils sont de la même génération. Et ils se ressemblent sur beaucoup de points, jusqu'à ce qu'on les confonde, même parfois. Al Pacino, à la fin des années 90, on le félicitait pour Raging Bull, alors que c'était Robert De Niro qui avait joué dedans au début des années 80. On les confond, alors que l'un et l'autre ont une trajectoire et une carrière complètement différentes. D'un côté, on a Al Pacino, figure emblématique des films de Jerry Schatzberg, Brian De Palma ou Sidney Lumet, et de l'autre Robert De Niro, acteur fétiche de Martin Scorsese. Et pourtant, prononcer le nom de l'un amène souvent à prononcer le nom de l'autre. J'irai même plus loin, on est souvent pro Al Pacino ou pro De Niro, rarement des deux en même temps. Parce qu'on là on parle de films, mais on a continué à les comparer pendant des années et ce au-delà de leur filmographie. L'un est le pendant éternel de l'autre. Comment on en est arrivé là? Eh ben il y a un début à cette histoire. Bon, si je suis sûr d'un truc, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tous avoir envie d'aller vous remater les films d'Al Pacino et de Robert De Niro. Et c'est normal, je suis là pour ça. Mais le seul problème, bah, c'est que vous pouvez pas tout regarder, c'est pas possible. À moins que vous utilisiez le partenaire de cette vidéo, NordVPN. Et on les présente plus, le meilleur VPN du marché qui chiffre toutes tes données de navigation et qui masque ton adresse IP pour plus de sécurité et de confidentialité en ligne. Il chiffre vos données, votre position est masquée et vous êtes 100% protégé en ligne. Mais ça veut dire quoi? Et évidemment, en changeant d'adresse IP, bah vous pouvez être virtuellement ailleurs dans le monde. Et ça, bah ça permet de contourner les restrictions géographiques. T'as envie de regarder un film avec Robert De Niro depuis ton canapé en France, mais il est pas dispo sur Netflix, et bah avec NordVPN, tu te connectes au Netflix américain, et tu peux kiffer ton classique. Bon, évidemment, ça marche pas que pour les films de Niro et d'Al Pacino. Si tu cherches bien, tu peux trouver des films que t'as sur ta wishlist depuis une éternité. Moi, par exemple, j'ai jamais regardé Kaamelott. Et bah, l'intégrale de la série Kaamelott est dispo sur YouTube avec une adresse IP suisse. Ça marche jusqu'à 10 appareils en simultané sur les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, Apple TV et Android TV. Il y a tout. Et pour que tu navigues en toute sécurité, il y a même une protection anti-menace qui reste active même sans la connexion VPN. Elle bloque notamment les sites malveillants et frauduleux ou encore les publicités intrusives pour fluidifier ta navigation. Bon, profitez-en les gars parce qu'en ce moment il y a 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Et en plus, si tu kiffes pas, bah c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Bon, ça par contre attention parce que c'est uniquement disponible via mon offre qui est dans le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Bon allez, on retourne à la vidéo là parce que j'ai quand même un paquet de choses à vous raconter sur ces deux acteurs de légende.
Robert Anthony De Niro et Alfredo James Pacino, c'est d'abord l'histoire de deux fils d'immigrés d'origine italienne. Tous les deux sont nés à Manhattan dans les années 40. Tous les deux sont fils de parents divorcés, élevés par leurs grands-parents. Tous les deux avec une enfance cabossée, passée majoritairement à traîner dans les rues de New York. Tous les deux n'aiment pas trop l'école. Tous les deux sont... Bon, ça va, ils sont jumeaux ou quoi là? Bon, en théorie, quand t'as autant de points communs, t'es censé avoir la même trajectoire. Et pourtant, très vite dans leur parcours respectif, le jeune Robert, qu'on peut aussi appeler Bob, et le jeune Al ou Sonny, ils veulent jouer. Que ce soit au théâtre ou dans des films, ils veulent faire les acteurs. Alors c'est pas forcément bien pris du côté des Pacino, ça. Alfredo, il vient du Bronx, de la rue. Donc quand il annonce à ses parents qu'il veut être artiste, ça coupe un lien. C'est pas ce que sa famille a imaginé pour lui. Mais lui, il veut mener son projet d'être comédien coûte que coûte. Et comédien de théâtre, plus précisément. Le cinéma, c'est pas pour tout de suite. Tout en étant hébergé chez des potes, il joue où il peut. Parfois plusieurs fois par jour, jusqu'à plus de 10 représentations par semaine. Il a une vie très bohème. Bon, par contre, chez Robert, c'est l'inverse. Parents artistes, éducation très libre à travers Little Italy, il va même y faire la rencontre d'un gars qui va changer sa vie, mais ça c'est pas pour tout de suite. À l'inverse des Pacino, chez les De Niro, si leur fils veut être acteur, libre à lui du coup. Robert De Niro, il va faire ses premières apparitions dans des films un peu expérimentaux. Il va rencontrer un certain Brian De Palma, le gars qui a réalisé Scarface, et ils vont faire plusieurs films ensemble. So you can't stay with them, so you have to go down to the one place where there's life, the beach, and you wait for the ferry. And you wait, and deep in the back of your mind you say to yourself, I'd like to take that ferry back to life. Tiens, d'ailleurs, une de ses premières apparitions en tant que figurant, c'est chez un Français. À 22 ans, il joue dans 3 chambres à Manhattan de Marcel Carné, en 1965. Là, c'est lui. Un jour de 1968, le jeune Al Pacino se balade sur la 14e rue de New York, à côté d'East Village. Et il va tomber sur des amis. Et dans ce groupe d'amis, il y a Robert De Niro. Donc on les présente. Tiens Robert, viens je te présente Al, je te présente Robert. Mais vous devriez bien vous entendre tous les deux parce que vous voulez être comédien, c'est marrant. Bah non, j'étais pas là, mais j'imagine un peu la scène, tu vois, c'est du storytelling, t'as compris. Et entre les deux, ça match. De connaissance, les deux gars deviennent potes. Ils passent du temps ensemble, ils vont dans les bars, ils traînent dans la rue, ils parlent de théâtre, de cinéma, et ils vont se découvrir des parcours de vie assez communs. En fait, en vérité, ils rêvent tous les deux de la même chose, percer et vivre de leur passion. Et partager un rêve comme ça, forcément, ça tisse des liens. Et De Niro et Pacino, ils vont commencer à aller au cinéma tous les deux. Ils vont aller voir les films de Marlon Brando, de Paul Newman, d'Humphrey Bogart, sortir émerveillés de la salle, et un jour dire « Un jour, ce sera nous ». En vrai, on a tendance à regrouper De Niro et Al Pacino dans la même famille d'acteurs, celle de l'acteur studio. Alors l'acteur studio, c'est une révolution pour le cinéma américain. Dans les années 40, le cinéma américain c'est très simple. Tu dois juste bien réciter ton texte. Non, le jeu on s'en fout, pas le plus important. You over there, look at your pants. And you, what about your crops? No, I'm not gonna read you any speech. Et ça va changer. Grâce à l'acteur studio. Tu veux jouer la tristesse? Repense à des moments horribles de ta vie. Tu veux rigoler? Pense à un truc gaulerie. En gros, tu ne joues pas, tu incarnes, tu es. Et on dit souvent que De Niro et Al Pacino, ils sont issus de la même méthode d'apprentissage du jeu d'acteur. Alors, c'est vrai, mais pourtant, ils ne sont pas d'accord sur plein de points, et c'est ce qui fait qu'ils ne jouent pas du tout de la même manière. Al Pacino, c'est organique. Il prépare ses rôles comme de la musique. Il répète, il sent, il laisse l'émotion monter, il improvise. Chez De Niro, c'est beaucoup plus pragmatique. On lui donne un rôle, il le dissèque, il construit son personnage brique par brique, il adapte son corps, ses gestes, il veut respirer comme le personnage qu'il interprète. Et des personnages, il va en incarner plein. Des boxeurs, des flics, des voyous, des chauffeurs de taxi, des monstres. De l'autre côté, Al Pacino, lui, mise sur l'instinct, la tension, sur l'explosion émotionnelle. I don't care whose nephew you are, who you know, whose dick you're sucking on, you're going out. I swear to you, you're going... Let's get this done. My client, the Honorable Henry T. Fleming, should go right to fucking jail! The son of a bitch is guilty! Alors, je vous le dis, mais personnellement, j'ai toujours été beaucoup plus touché par le jeu d'Al Pacino, que ce soit dans Scent of a Woman, Devil's Advocate, L'Impasse, Serpico, bref, tous ces films, je suis fan d'Al Pacino. Parce qu'il y a un truc que je trouve beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique chez lui. Donc c'est probablement celui des deux acteurs qui me touche le plus personnellement. Ah, et j'aime beaucoup De Niro aussi, parce qu'il s'avère qu'il joue dans mon film préféré, et que c'est pas mon film préféré pour rien. Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Donc... un partout. Bon, en préparant cette vidéo, il y a un truc qui m'a choqué. De Niro et Al Pacino, c'est les ambassadeurs du dicton au bon endroit, au bon moment. Pendant qu'ils sont en train de se former à la méthode acteur studio, le cinéma américain vit une révolution. Et c'est un peu grâce à la France. Allez vous faire foutre. Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Les 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground et depuis 2-3 ans, plus rien. Quand une poignée de futurs grands réalisateurs américains découvrent la nouvelle vague, ils sont choqués. Eux, ils en ont marre du cinéma qui se fait à l'autre bout du pays, à Hollywood. Eux, ils veulent un cinéma beaucoup plus authentique, qui témoigne de leur quotidien, de ce qui se passe sous leurs fenêtres. Et ça va donner naissance à des réalisateurs de légende, comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou Brian De Palma. Oui, encore Brian De Palma. Alors ils vont jeter leur dévolu sur une brochette de jeunes acteurs new-yorkais
marqués, dont font partie Al Pacino et Robert De Niro. Voilà, on y est, au bon endroit, au bon moment, c'est ce que je vous disais plus haut. Entre les deux, c'est Al Pacino qui va s'illustrer en premier dans l'exercice. Et ça donne quoi? Ah bah c'est pas compliqué, parce que si vous voulez savoir à quoi ressemblent les rues new-yorkaises dans les années 70, il faut regarder Serpico, réalisé par Sidney Lumet. Al Pacino en flic infiltré, avec une barbe de zinzin, bonnet vissé sur la tête, sa prestation est folle. Away, or should I? I'm not gonna walk away. It's finished! Ah oui, et il sera nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. En 1971, tu veux savoir à quoi ressemble le quotidien d'un dealer d'héroïne, et bah tu regardes Panic in Needle Park de Jerry Schatzberg. C'est filmé presque comme un documentaire, c'est passionnant. Oh, man, 3 pieces. Baby, we're in, man, we're in. No more pushing pills, right? I love it. I got people working for me now. I just sit there and count the bread. Say, you love You know me. that Santa said he's gonna give me as much as I can sell? You dream about these things. 1973, Scarecrow de Jerry Schatzberg, encore lui, et cette fois-ci le film remporte la Palme d'Or à Cannes. Tu veux un braqueur un peu fou qui fait une prise d'otage pendant 24 heures? Eh bah tu regardes Un après-midi de chien en 1975, toujours réalisé par Sidney Lumet, et Al Pacino sera de nouveau nominé à l'Oscar du meilleur acteur. So now what? What are you gonna do? Well, I thought that I would go back to the hospital. So then that's good then, right? You found something. Thanks a lot. Oh, I don't know, you know? Life's so funny. Bon alors, début de carrière de malade mental, le mec fait 4 films, 4 classiques. Ah mais le run s'arrête pas là, attends, non, t'as pas compris. Les années 70 pour Al Pacino, c'est du jamais vu. Bon là, les cinéphiles les plus aguerris se diront, mais attends, il a oublié un gros film de mafia là quand même. Non, je l'ai pas oublié, on y arrive. The Godfather, Le Parrain, de Francis Ford Coppola. Sorti en 1972, où Al Pacino va jouer Michael Corleone, et il sera nommé dans la catégorie du meilleur second rôle aux Oscars encore une fois. Et d'ailleurs, vous savez qui a aussi auditionné pour ce même rôle? Je vous le donne en mille, Benoît Poelvoorde. Ben non, c'est Robert De Niro. Bon, De Niro il sera pas pris, mais il a quand même bien plu à Coppola. Donc il se dit, lui, tu sais quoi, je vais quand même garder son nom au cas où un jour j'ai besoin d'un petit acteur pour un petit rôle dans un de mes films. Alors pour la production du Parrain, au début personne ne veut d'Al Pacino. Bon déjà il est pas assez connu, donc il est pas vendeur, ensuite il correspond pas du tout au rôle de Michael Corleone. Ça, c'est ce que disaient les dirigeants des studios. I know who Michael is. Who? Al Pacino. Has he done any film? What's the difference? He's terrific. Are you sure he's your guy? Yes, he's the only Michael. I'll get you, Pacino. Alors, vous allez jamais me croire, c'est marrant, parce que le film fera 250 millions de dollars de recettes, Al Pacino est nommé aux Oscars pour sa performance et remportera le Golden Globe du meilleur acteur. Ah, les dirigeants de studio vous disiez que c'était pas une bonne idée, Al Pacino dans le film. Ouais, ok, très bien, pas de soucis. Mettiamo tutto a posto. Steve Saria, siete pas finiti. Bon, on continue ou pas? Bobby Deerfield, en 77, réalisé par Sidney Pollack, une nomination au Golden Globe pour son interprétation. 2 ans plus tard, en 79, c'est And Justice for All de Norman Jewison, et encore une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Dans les années 70, Al Pacino aura été nommé 4 fois aux Oscars, dont 3 fois pour le rôle du meilleur acteur. Bon les gars, là c'est pas un run, c'est une décennie exceptionnelle, on n'a jamais vu ça je crois. Alors il faut savoir qu'il y a des acteurs qui mettent une vie entière à obtenir un tel palmarès sur leur fiche Wikipédia. Ben non, Al Pacino c'est en 10 ans. À 40 ans, le mec est déjà une légende vivante. Et pourtant, il a juste été nommé aux Oscars entre guillemets sans rien remporter. Et ça passe pas. À l'époque, le grand public s'étonne qu'ils reçoivent pas un prix avec autant de nominations. Surtout qu'en parallèle, les prix comme les BAFTA, les Golden Globes, lui il en reçoit plein. Et vous allez voir que cette malédiction, elle va lui coller à la peau pendant un très long moment. Bon, si j'ai parlé en premier d'Al Pacino, c'est parce que dans les années 70, c'est lui le taulier. Y a pas à tourner autour du pot. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait De Niro? Il a pas à rougir de son début de carrière non plus, mais c'est loin d'être la star que son pote Al est en train de devenir. Puis les années passent, et la roue tourne. Les films s'enchaînent pour De Niro. Tout le monde salue ses performances, de la critique au grand public, et sa carrière commence à bien s'étoffer. Et là, il y a un film qui va tout changer pour Robert De Niro. Quand il se baladait dans Little Italy, plus jeune, De Niro, il avait pour habitude de souvent discuter avec un gamin du quartier qui avait le même âge que lui. Et en plus, c'est marrant parce que ce gamin, il est comme lui. Il est lui aussi issu d'une famille d'immigrés italiens. Mais lui aussi, il est passionné de cinéma.
sauf que c'est plutôt de l'autre côté de la caméra. Alors forcément les deux, ils vont devenir ultra potes. Pendant que De Niro va se lancer dans sa carrière d'acteur, bah son pote, lui, va commencer sa carrière de réal. Bon, tu connais au début, c'est très expérimental, hein, quand tu débutes la réalisation, tu fais avec ce que t'as. Donc c'est pas terrible. Et puis, de projet en projet, bah son pote, il va commencer à se faire un petit nom dans le milieu de la réalisation. Et il va enchaîner les gros trucs, et puis il va se prendre d'amour pour un acteur qui deviendra son acteur fétiche, Harvey Keitel. Alors c'est simple, il met Harvey dans tous ses projets. Et il va sortir son premier long métrage avec Harvey Keitel qui s'appellera Who's That Knocking at My Door. Quelques années passent et un jour De Niro il va recevoir un coup de fil un peu inattendu. À l'autre bout du fil, c'est son pote d'enfance qui va lui dire « Ouais, Robert, ça va ou quoi? Tu te rappelles, il y a quelques années, on disait qu'on voulait faire du cinéma ensemble, et bah t'es pas chaud de jouer dans mon prochain film là ?» Ce film s'appellera Mean Streets et il sera réalisé par Martin Scorsese. Et oui, le pote d'enfance de Robert De Niro dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est Scorsese. J'adore cette anecdote. Dans Mean Streets, Harvey Keitel est encore premier rôle, mais il est secondé cette fois-ci par Robert De Niro. Et Robert De Niro éteint Harvey Keitel dans le film. C'est bon pour vous? Where's the rest? Yeah, where's the rest? Well, I bought a few rounds of drinks over here while I was waiting, you know what I mean? I borrowed money from you because you're the only jerk-off around here that I can borrow money from without paying back. I fuck you right where you breathe, because I don't give two shits about you or nobody else. Bon, ça va faire complètement décoller la carrière de De Niro, il se fait repérer instantanément et du coup, bah, il va commencer à bosser comme acteur et à tourner dans des longs métrages. Et puis à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, Pacino et De Niro vont tourner ensemble. Et vous savez dans quel film c'était pour la première fois ou pas? En 1974, Francis Ford Coppola sort la suite du Parrain, qui s'appellera logiquement Le Parrain deuxième partie, enfin oui, c'est évident là. Dans cette suite, toujours centrée sur la famille Corleone, Coppola y repense à cet acteur, Robert De Niro, celui qui a passé une audition il y a 3 ans pour le premier volet. Et il se dit mais attends, De Niro c'est d'origine italienne ça. Mais s'il venait jouer un Sicilien dans mon film, ce serait parfait non? Alors Robert De Niro joue Vito Corleone, le patriarche. Et Al Pacino reprend son rôle de Michael Corleone, le fils de Vito. Alors comment est-ce qu'on va les voir à l'écran ensemble dans ce film? Eh ben on les voit pas. Eh ben oui, l'un joue le père de l'autre, et puis le film se passe pas à la même timeline, donc il y a aucune raison qu'ils se croisent. Et en 1974, la CGI pour te rajeunir de 40 ans, bah ça existe pas. Alors Le Parrain 2, c'est quand même 3h30 de film, et chacun des acteurs aura sa propre moitié pour montrer au monde de quoi il est capable. L'un qui vadrouille dans les rues bondées de New York, l'autre dans la campagne sicilienne. Et à ce petit jeu, c'est Robert De Niro qui va gagner, puisque pour la première fois de sa carrière, De Niro sera nommé aux Oscars et remportera le prix du meilleur acteur dans un second rôle. The winner is Robert De Niro in The Godfather. I'm happy that one of my boys made it. I think this is a very richly deserved award. I think Robert De Niro is an extraordinary actor, and he is going to enrich the films that are made for years to come. First try, first win. Voilà, c'est stylé. Bon, ce prix là, c'est un peu comme une déclaration de guerre à Al Pacino, hein. C'est un gros doigt d'honneur de tiens, quand on joue dans le même film, c'est moi qui suis le meilleur. Et du coup, 3 ans après Mean Streets, on est en 1976, Scorsese a vu que De Niro avait eu un Oscar, il a vu Le Parrain, il a adoré, et il se dit mais tiens, faudrait que je lui redonne un rôle lui. Et pourquoi pas le rôle de sa vie. Dans Taxi Driver, De Niro est métamorphosé. 5 kilos en moins, formé au maniement des armes à feu. Avec ce film, une star est née. La performance de De Niro, c'est une démonstration d'acting. Il ne joue pas Travis Bickle, le chauffeur de taxi névrosé prêt à tuer. Il est Travis Bickle. Et du coup, De Niro va décider de devenir chauffeur de taxi pendant quelques semaines pour voir ce que ça fait. Et là, on revient donc à la méthode acteur studio. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Ça là, c'est improvisé. Parce qu'en fait, pendant le film, Martin Scorsese, il comprend la performance que De Niro est en train de livrer. Il sait que c'est légendaire ce qui est en train de se passer là. Alors il va le laisser faire. Et il a eu raison. Talking to me? Talking to me? You talking to me? You talking to me? You talking to me? You talking to me? Talking to me? You talking to me? Talking to me? You talking to me? Ça, moi que tu parles comme ça, hein? Taxi Driver reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes et sera nommé 4 fois aux Oscars, dont celui du meilleur acteur pour De Niro. Durant les années 70, Al Pacino, il est sur son trône, très bien assis, bien confortable, il y a même un peu de poussière sur la coudoir là, ça fait longtemps qu'il est pas venu être challengé. Et puis vient un moment où De Niro lui dit Hep, papy là, descends là, passe-moi ta couronne, c'est à mon tour de m'asseoir dessus maintenant. Mais non, j'étais pas là non plus, mais j'imagine, c'est du storytelling. En 1978, Voyage au bout de l'enfer sort au cinéma. Alors même si vous l'avez pas vu, ce nom doit vous parler forcément. En anglais, le film s'appelle The Deer Hunter. L'histoire, c'est Robert De Niro avec un fusil dans les mains, d'abord pour chasser du cerf et puis aussi pour faire la guerre du Vietnam. Bon, ce film, c'est un classique instantané à sa sortie. Déjà pour sa réalisation, pour le jeu des acteurs, mais aussi pour le sujet qu'il évoque, la guerre du Vietnam. Quand le film sort, le conflit est officiellement terminé que depuis 3 ans. Et ce sera un succès commercial. Le film sera nommé aux Oscars, remportera le prix du meilleur film, du meilleur montage, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur son. 2 ans plus tard,
Un autre banger. De Niro joue Jake LaMotta, un boxeur italo-américain dans Raging Bull en 1980. À nouveau un film de Martin Scorsese. Alors, habituez-vous à ça parce que ça va revenir souvent là. Mais tiens, il y a peut-être un petit truc en plus. Raging Bull, c'est un film qui sera sélectionné à la conservation du registre national du film américain. En gros, on va dire à Scorsese, ton film là, non mais c'est un chef-d'œuvre instantané, y a pas de débat. Qui débat? Toi tu débats toi? Non, personne débat, y a pas de débat, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Raging Bull, c'est 6 nominations aux Oscars pour 2 titres obtenus, celui du meilleur montage pour Thelma Schoonmaker, la monteuse attitrée de Scorsese, et le prix du meilleur acteur pour Robert De Niro. The winner is Robert De Niro, the Raging I forgot my lines, so the director wrote them down for me. I want to thank everyone. And this is said so often, but it's true and it's... Alors là, pour le grand public, avec ce deuxième Oscar en plus en poche, De Niro il vient de prendre une longueur d'avance sur son pote de toujours Al Pacino. C'est un peu comme s'il venait de marquer un but dans un match très serré en finale de Coupe du Monde là. Mais quand Raging Bull sort, Al Pacino est bien silencieux. Même un peu trop. Le public là, il attend une sorte de réponse d'Al Pacino face à la performance de fou de De Niro dans Raging Bull. Parce que oui, au début des années 80, il y a une question qui commence à émerger dans l'imaginaire des spectateurs. Entre ces deux gamins issus du même quartier là, et puis qu'on commence à voir partout dans tous nos films, lequel des deux est le meilleur? Et c'est là que les forces s'inversent, au début des années 80. Bon, globalement, à cette époque, Al Pacino, il va pas vraiment briller au cinéma. Il va jouer dans un petit film de gangster, et puis après, plus rien de vraiment marquant quoi. Mais Louis, t'es malade ou quoi là? T'es en train de parler de Scarface là? Mais c'est un classique Scarface. Alors oui, Scarface, c'est culte. Aujourd'hui. En 1983, quand le film sort, il va bien marcher en salle, c'est normal, il y a Al Pacino dedans, star des années 70, mais pour la critique de l'époque, le film est trop violent et un peu trop grossier. Fuck you! I don't give a fuck! So that I can make the fucking money, fuck anything and anyone for a fucking Can't you stop saying fuck all the time? Il y a 196 fois le mot fuck dans le film. En 2h30. Après Scarface, les années folles d'Al Pacino au cinéma semblent révolues. Mais Al Pacino, lui, il en a vraiment rien à foutre. Parce que pour lui, il est déjà là où il voulait être à la base. Avant de devenir le grand acteur des années 70, son truc à lui, sa passion, c'est le théâtre. C'est sur les planches qu'il apprend à ressentir chaque émotion en jouant. Et c'est au théâtre qu'il va appliquer la méthode de l'acteur studio en premier. Dans les années 60 et 70, il va briller dans The Indian Wants the Bronx et Though the Tiger Wear a Necktie, qui lui vaut un Tony Award. Les Tony Awards, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs au théâtre de l'année. C'est comme les Molières en France. I'd like to thank Jay Weston, Philip Rose, producers, and all of you. Thank you. Great honor. Pour Pacino, le théâtre, c'est l'art le plus noble. Quand tu joues, la connexion avec le public, elle est directe, elle est immédiate et en plus, t'as pas le droit à l'erreur. Alors si dans les années 80, le cinéma ne veut plus lui, Al Pacino, il va se retourner vers son premier amour. Et ça, c'est un argument en or pour ceux qui osent comparer les deux acteurs. Et on adore ça, tu peux pas être une star de cinéma si t'as pas ton opposé, ton némésis, celui à qui on te compare en permanence. Ah mais non, mais si Al Pacino retourne se cacher au théâtre, c'est parce que De Niro, il est en train d'exploser. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup pu entendre à l'époque. Alors la rivalité à Hollywood, c'est pas nouveau, on le connaît. Robert Redford contre Paul Newman, Jack Nicholson contre Dustin Hoffman, Brad Pitt contre DiCaprio, bref. Mais pour De Niro et Al Pacino, c'est quand même un cran au-dessus. Dans l'esprit du public et de la critique, deux superstars qui viennent du même endroit, qui ont le même âge, qui révolutionnent la manière de jouer, ça peut pas cohabiter. Et il y a un film qui va relancer la balle entre les deux. 11 ans après le second volet du Parrain, leurs noms réapparaissent enfin ensemble à l'affiche. Dans les années 80, la NBC diffuse Crime Story. Et à l'origine de cette série, il y a un certain Chuck Adamson. Retenez bien son nom. Le pitch, c'est un braqueur de banque et un lieutenant de police qui vont se faire la guerre pendant 2 saisons, le jeu du chat et de la souris, mais avec des armes à feu. Et forcément, l'histoire se terminera par une confrontation finale. Bon, ça c'est l'histoire de Crime Story. Mais c'est surtout la véritable histoire de Chuck Adamson. Ce mec-là, avant de bosser dans le cinéma, il était flic à Chicago pendant près de 20 ans. Dans la vraie vie, Chuck Adamson, il a passé plusieurs années à poursuivre le braqueur de banque, Neil McCauley. Non, pas lui, ça c'est De Niro, tu vas trop vite là, ça a rien à voir pour l'instant. La régie, on peut me mettre le bon Neil McCauley s'il vous plaît? Voilà. Ah, merci. Quand McCauley sort de prison, il part s'installer à Chicago, et Chuck Adamson commence à le traquer, McCauley l'apprend, alors ils vont se tourner autour pendant plusieurs longues semaines. Plusieurs longues semaines, durant lesquelles l'équipe de McCauley continue les braquages, histoire de toujours narguer un peu plus la police, sinon c'est pas drôle. Après une énième attaque de banque, le braqueur est poursuivi jusque dans un quartier résidentiel de Chicago. Chuck Adamson s'élance à sa poursuite, arme à la main, les deux hommes s'engouffrent entre les maisons, on entend des coups de feu, et puis... plus rien. Des bruits de pas se font entendre, un homme sort de la pénombre, c'est Chuck Adamson, couvert de sang. Mais pas le sien. Neil McCauley, le braqueur récidiviste, l'homme poursuivi sans relâche,
est mort. Cette histoire de fou, elle va tomber dans l'oreille d'un certain Michael Mann. À l'époque, il a réalisé Thief, Manhunter ou encore The Last of the Mohicans. Et va savoir pourquoi, au début des années 90, Michael Mann il a envie de réaliser des films policiers. Alors il va s'inspirer de cette histoire entre Chuck Adamson et Neil McCauley. Et il réalise un téléfilm, LA Takedown. Alors c'est quoi le lien entre cette histoire et De Niro et Al Pacino? C'est vrai, je me suis un peu éloigné du sujet, pardon. Après le succès de LA Takedown, on a dit à Michael Mann « Ah, c'était super chouette ton téléfilm, tu serais pas chaud d'en faire un long métrage qu'on puisse diffuser partout dans le monde, s'il te plaît ?» Et ça va donner naissance à Heat, avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer ou Ted Levine. Ce casting, ces looks, cette esthétique, il n'y a pas plus années 90 que Heat. Et ce film sera surtout l'occasion de revoir Robert De Niro et Al Pacino à l'affiche ensemble. Et oui, enfin! Et là, c'est pas comme dans Le Parrain en plus. Là, ils jouent enfin dans la même timeline, dans la même ville, à la même époque. Ah, j'ai parlé comme Jean-Claude Van Damme là. À la même époque en fait. Là, c'est les comédiens qui se rencontrent, c'est deux légendes, c'est pas n'importe qui. Un peu de Jeff Tuch aussi, bah bref, pardon. On est à Los Angeles dans les années 90 et il y a un gang de braqueurs dirigé par Robert De Niro. Et vous savez comment il s'appelle dans le film? Neil McCauley. Oui, comme le Neil McCauley, celui de la vraie vie qui a été poursuivi par Chuck Adamson. Et Al Pacino. Bah lui, il va jouer le rôle de Vincent Hanna, un flic violent qui hurle et cogne à tout va comme si le mec carburait à quelque chose pas légal. Why'd I get mixed up with that bitch? Because she got a great ass, and you got your head all the way up it. When I think of asses, woman's ass, something comes out of me. Heat, c'est un film fait sur mesure pour mettre en confrontation ces deux légendes du cinéma. C'est un peu comme si Michael Mann s'était dit on va enfin pouvoir mettre fin au débat de qui est meilleur que l'autre. Et il y a une scène qui introduit parfaitement la relation entre les deux personnages, celle d'un braquage de banque. Une intensité qui monte peu à peu, une équipe armée et méthodique, tous les braqueurs sont masqués, aucun mot n'est prononcé, tout le monde est focus sur sa mission, et puis ça tourne mal. Quand De Niro tente de s'échapper en voiture, Al Pacino lui court partout, fusil en main, dans une énergie intense. Mais De Niro s'enfuit, et le duel est lancé. Putain mais c'est ça qu'on voulait, tout le monde le voulait, Hollywood, les spectateurs, voilà, tout le monde voulait ça et on y est, merci Michael Mann, punaise, je t'aime. Durant toute l'intrigue, Neil McCauley et Vincent Hanna, ils vont se tourner autour, ils vont s'observer comme ça, il y a un petit jeu entre les deux. Alors par contre, le spectateur il comprend très vite. Il va falloir que ça se finisse dans le sang, il n'y a pas d'autre issue à cette histoire. Mais dans le sang de qui? Bah c'est ça la question. D'Al Pacino ou de Niro? Ah bah je sais pas, pour l'instant ils sont en train de boire un café là. Un café, ouais, ils sont en train de boire un café, t'as très bien compris. Dans Heat, le personnage d'Al Pacino va arrêter le personnage de Robert De Niro et va lui faire la proposition la plus bizarre de l'histoire du cinéma. How you doing? What do you say I buy you a cup of coffee? Yeah, sure, let's go. Follow me. Mais dans la vraie vie, Charles Adamson est vraiment allé boire un café avec Neil McCauley alors qu'il le traquait. Dans Heat comme dans la vraie vie, deux hommes que tout oppose sont face à face. Là, il n'y a plus d'étiquette. Terminé le flic, terminé le gangster. Et si cette scène de Heat est aussi oppressante, c'est grâce à Michael Mann. Le montage est simple. Champ contre champ, comme si le réalisateur se mettait en recul, le temps de laisser ces deux acteurs improviser et occuper pleinement l'espace. Et ça marche terriblement bien. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? This regular type life, that your life? My life? No, my life. I got a wife. We're passing each other on the downslope of a marriage, my third, because I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. Alors il faut que je vous raconte qu'au moment du tournage de la scène, ça faisait un bon moment que les deux acteurs ne s'étaient pas vus dans la vraie vie. Alors oui, non mais il faut que je vous explique ça aussi, c'est important. Mais avant, est-ce que vous passez un bon moment devant cette vidéo? C'est la dernière vidéo de l'année, c'est la vidéo de Noël, je voulais faire un truc qui fasse kiffer tout le monde et quoi de mieux qu'Al Pacino De Niro, non pas vrai? Alors si vous kiffez que vous passez un bon moment, aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes 90% à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est une dinguerie. Alors après, si vous voulez encore plus nous aider, moi et mon équipe, vous pouvez booster la vidéo, vous swipez sur la section commentaires, vous la boostez 3 fois, ça la fait monter dans l'algo, plus de gens la voient, tout le monde est content. En 2026, je vais continuer sur ma lancée de 2 vidéos par mois. C'est un rythme de fou furieux, c'est hyper compliqué à faire, mais qu'est-ce que j'aime faire ça. Tous les mois, tu vas avoir un portrait sur un acteur, une histoire autour d'un film et un épisode de mon émission Take. Alors j'en parle ici, je prends le temps parce que j'en parle pas souvent. Dans Take, je reçois des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, des réalisatrices, des cascadeurs, bref, des professionnels du milieu du cinéma et on discute pendant 1h30. Par exemple, dans ma dernière émission, j'ai reçu Sébastien Vanitschek, le réalisateur du film Vermine. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, la discussion est passionnante. Et en plus de sortir 2 à 3 vidéos par mois sur mon compte YouTube, je sors une vidéo par jour sur TikTok, Insta, où je vous conseille des films à aller regarder. Ouais, non, je bombarde le contenu, vous avez pas compris, si je fais que ça de ma vie là. Ah oui, attendez, j'ai une question pour vous, vous allez me répondre en commentaire. Quel est votre film préféré de la filmo d'Al Pacino et quel est votre film préféré de Robert De Niro? Allez-y, dites-moi. C'était un peu long, mais c'est important pour moi que vous fassiez toutes ces actions. En bref, si vous appréciez mon travail et mon contenu, faites tout ce que je vous ai demandé de faire juste en haut, s'il vous plaît, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et il faut qu'on retourne à la vidéo parce que je crois que j'étais en train de vous raconter un truc à la base, moi. Quand De Niro et Al Pacino vont apprendre qu'ils vont tourner ensemble dans Heat, ils vont prendre une décision commune, celle de ne pas se voir du tout. Hors de question de répéter
vérité et encore moins de discuter en dehors des journées de tournage. Ben non, ils peuvent pas créer du lien et se rapprocher encore plus alors que les deux personnages sont prêts à se tirer dessus à bout portant dans les rues de New York, c'est incompatible. Donc la première vraie rencontre entre les deux sera devant la caméra. Et Actors Studio, on t'a dit mon pote. Heat, c'est un des plus grands films des années 90. Pour beaucoup, c'est dans ce film qu'ils ont découvert Al Pacino et Robert De Niro. Ah non, mais il faut absolument que vous voyez Heat. Et d'ailleurs, je vous diffuserai bien le film en entier là, mais vu que la vidéo ne s'appelle pas Heat-du-bas 1995 VOSTFR.torrent, on va continuer. En 95, on est doucement en train de se tourner vers un nouveau siècle et la presse continue constamment à comparer les deux acteurs. Mais personne ne s'est vraiment posé la question la plus importante. Est-ce que Robert De Niro et Al Pacino ont vraiment eu envie de se faire la guerre pour savoir lequel des deux était le meilleur acteur? Alors moi personnellement, si j'avais un différend avec un ami, je lui en parlerais. Vous vous rappelez de Raging Bull? Quand Raging Bull sort au cinéma, Al Pacino enfile ses bottes, sort de chez lui, se dirige doucement vers le cinéma le plus proche dans sa rue, achète son ticket de cinéma, s'assoit, regarde le film, il rentre chez lui, enlève ses bottes, s'assoit à son bureau, prend une feuille et un stylo et se met à écrire. Il écrira une lettre destinée à Robert De Niro. Salut Bobby, comment ça va? Ça fait longtemps. J'ai vu ton Raging Bull pour la première fois samedi. Je suis encore sous le choc. C'est un chef-d'œuvre monumental, une inspiration pour moi. Comme tu sais, je suis assez pudique, je fais jamais ce genre de choses. Mais si je commence à t'écrire pour ce rôle et pas pour les suivants, tu penseras que je n'aime pas. Ce qui ne sera pas vrai, mais pour ce film, je devais le faire. J'espère ne pas t'avoir embarrassé. Love, Al. Oui les gars, voilà. Alors que toute la presse et le grand public rêvaient que De Niro et Al Pacino se déchirent pour qu'ils aient les mêmes rôles, pour qu'ils jouent ensemble, les deux enfants de New York ont préféré tout simplement se dire qu'ils s'admiraient. À la fin des années 80, Al Pacino et De Niro ils vont faire un bilan de ces 20 années complètement folles qu'ils viennent de vivre. Et ils ont compris un truc. Ils ont réussi à la surmonter ensemble et pas l'un contre l'autre, tout simplement parce qu'ils en ont parlé. Robert avait Al avait Robert. Et dans cette comparaison constante, eux, quand ils se voyaient, ils s'en foutaient complètement. Surtout que les années 90, c'est la vraie confirmation du statut de légende vivante. Presque chacune des apparitions des deux acteurs est un bon crochet en pleine face pour nous rappeler que c'est eux les tauliers. Pour Al Pacino, il y aura évidemment le dernier épisode de la trilogie du Parrain en 1990, The Godfather Partie 3, t'es mal accent, Glengarry Glen Ross de James Foley, Donnie Brasco de Mike Newell, Carlitos Way, à nouveau avec Brian De Palma. En gros, le gars va jamais cesser d'alterner entre des projets au cinéma qui sont des projets coup de cœur et les planches de théâtre. Al Pacino, il croule sous les demandes, mais il reste toujours ultra exigeant dans ses choix de scénario. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Et j'ai moi-même rencontré Al Pacino. Je vais vous raconter tout ça. Vous allez voir, c'est assez fou. En 2023, Al Pacino fait une tournée mondiale qui va passer par Paris pour sa conférence An Evening with Pacino. Ah mais là tout le monde veut sa place à Paris, c'est un enfer, tout le monde veut rencontrer Al Pacino, tout le monde veut voir la légende. À cette époque, j'étais encore ce jeune acteur qui rêvait de percer, qui rêvait de cinéma, donc il fallait que j'en sois, il fallait que j'y aille. Alors je dois vous le dire, j'ai éclaté mes économies pour pouvoir aller à cette conférence, 200 € la place. Alors et pour être tout à fait honnête, 200 € c'est quand même conséquent, donc en y allant j'avais des petits doutes, je me suis dit putain j'espère que j'ai pas mis 200 € dans un truc nul, le mec il a 80 piges, j'espère qu'il sait encore parler, s'adresser à un public, tu vois. Et d'ailleurs en arrivant dans la salle, et je discute avec des jeunes comédiens comme moi, et je sens que tout le monde ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, il n'y a pas eu beaucoup de communication, c'est juste qu'il y aura Al Pacino, voilà, c'est tout. Et puis, il se passe ça. Du haut de ses 80 ans, Al Pacino a littéralement irradié la salle. Alors, c'est pas un truc de fanboy, mais j'ai jamais ressenti une telle aura venant d'un homme. Il y a eu un truc qui s'est passé dans la salle quand le mec est rentré dedans. Déjà, à standing ovation, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi, c'était genre hyper émouvant. Et pendant 2 heures, il a raconté plein d'anecdotes sur sa vie, sur les films dans lesquels il a joué, sur des trucs avec des paparazzis, sur sa rivalité avec Robert De Niro, et surtout sur sa passion pour le jeu d'acteur. Il y avait plein de trucs à noter, c'était vraiment un livre ouvert, un tuto comment devenir comédien. Alors je suis rentré avec des doutes et je suis ressorti surboosté pour aller travailler la pièce de théâtre sur laquelle je bossais à l'époque. Et puis surtout j'ai compris un truc sur Al Pacino. Pour lui jouer, c'est que du kiff. C'est s'amuser. En fait les prix, les Oscars, les nominations, les Golden Globes, etc. Lui s'en fout. Non, lui ce qu'il veut c'est juste jouer la comédie. C'est sa raison de vivre. Et quand il en parlait, il y avait un sourire sur son visage qui témoignait de sa passion et de son amour pour le cinéma et pour les textes. C'était magnifique à voir. J'espère que je vous ai pas trop tunnel. Donc en 1992, quand il va recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour Scent of a Woman, Al Pacino il est dégoûté les gars. You broke my streak. Thank you so much for this. By the way. Bon, en gros, je vous traduis, là, il vient de dire à l'Académie, attendez les gars, j'ai joué Michael Corleone il y a 20 ans, j'ai été la star des années 70, je suis même retourné au théâtre, et c'est que maintenant que vous me récompensez, là. Bon, il aura fini par l'avoir, et sa prestation dans Scent of a Woman, c'est... J'ai même pas les mots. Get on with your life, would you? What life? I got no life! I'm in the dark here! Après Heat, tout le monde rêvera d'un troisième film entre Al Pacino et De Niro, et malheureusement, ce troisième film s'appellera Refuse Kill. Refuse Kill, putain, c'est dur à dire. Alors vous savez quoi, on va pas en parler plus que ça, parce que non, mais il se pourrait que de l'aveu des deux acteurs, ce soit le pire film de leur carrière, donc c'est pas grave, ça n'a pas existé. Bon, du coup, je préfère parler d'un accident de parcours. Et ça nous rappelle aussi que c'est pas forcément parce que t'as deux légendes dans un film que ça fera un bon film. C'est intéressant. Et De Niro dans tout ça, comment parler de la seconde partie de sa carrière de manière concise? Alors j'ai peut-être un mot qui me vient en tête, au hasard comme ça.
Gangster. Bon, malgré tout ce que vous venez de voir, pour moi sa prestation la plus folle restera toujours dans Once Upon a Time in America, même s'il a été excellent dans tous ses films. Ah, on peut aussi parler du jour où il a volé la vedette à Samuel L. Jackson dans Jackie Brown de Quentin Tarantino. Where's Melanie? I shot her. You shot Melanie? Twice. Is she dead? Pretty much. What you mean pretty much, Lewis? That ain't no fucking answer. Yes or no? Is she dead? I think so. You think so? Tell me, Lewis. Is she... She's dead. But where'd you shoot her? In the chest and the stomach. Théma, la moustache. Et en 2019, à presque 80 balais, il en a encore sous la pédale, De Niro. On le voit d'abord chez Todd Phillips dans Joker, puis de nouveau chez son ami de longue date Martin Scorsese dans The Irishman. Ce film, c'est la 9e collaboration entre De Niro et Scorsese, et ce sera la première collab entre Scorsese et Al Pacino. Enfin. The Irishman, c'est long, c'est très long, à tel point qu'Al Pacino demandera une pause pipi en pleine projection du film en avant-première, voilà. Ouais, c'est une vraie anecdote. Bon, The Irishman, je le vois un peu comme un bonus dans la carrière des deux acteurs. Un peu comme si t'as vu 19 sur 20 à ton DST et que le prof te mettait un point en plus pour la propreté de la copie et parce que t'as bien écrit ton nom de famille. The Irishman, c'était pas un film nécessaire, mais c'est un film qui nous a tous fait plaisir. Et si au final, le duel Al Pacino-Robert De Niro n'avait jamais existé? On a passé 60 ans à vouloir les opposer. On voulait un gagnant et un perdant. Mais eux, ils jouaient pas. Avant d'être des légendes vivantes, c'est juste deux gamins du Bronx et de Little Italy. Deux fils d'immigrés, deux mômes qui ont grandi avec rien et pour qui rien n'était gagné. Deux gosses qui ont préféré se tourner vers l'art alors que la rue les attendait les bras grands ouverts. Ils ont choisi la lumière plutôt que de choisir la noirceur. Ils ont réussi à devenir des légendes. Mais comment? En mettant leurs failles, leur colère, leur passé compliqué, leur silence au service de leur jeu. Ils ont été chacun des personnages qu'ils ont interprétés. Et ça a marché. Ils étaient là au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes personnes. Quand Al Pacino, Robert De Niro et Francis Ford Coppola montent ensemble sur la scène des Oscars en 2022, tout le monde se lève. Parce qu'au fond, tout le monde le sait. On a eu une chance inouïe de vivre à leur époque. Maintenant, c'est évident, dans la vraie vie, ces deux mecs, ils ont jamais joué à qui est le plus fort. Ils ont passé plus d'un demi-siècle à se respecter, à s'admirer, à s'envoyer des compliments. Chacun a eu son Oscar. Mais comme le dit De Niro, I would just say that the one thing is that if you're nominated, you already won. Mais si tout le monde veut comparer, alors comparons. Les années 70, c'est pour Al Pacino. C'est le visage du nouvel Hollywood. Les années 80 et 90, c'est l'ère de Niro. Alors oui, ils ont parfois voulu les mêmes rôles, ils se bagarraient, ils se titillaient un peu, mais regardez le résultat. Lorsque l'un refusait un rôle, l'autre y allait. Et c'est pour le mieux. Les Affranchis est le film que vous connaissez grâce à Robert De Niro, et Scarface est le film que vous connaissez grâce à Al Pacino. Alors non, il n'y a jamais eu de rivalité. Juste deux destins parallèles qui par miracle ont avancé dans la même direction. Et il y a une question que je pose souvent à ma grand-mère, qui est une grosse fan de cinéma. Mamie, comment c'était de vivre à l'époque de Marlon Brando ou de Steve McQueen? Alors quand mon petit-fils viendra me demander « Papy, c'était comment de vivre à l'époque de Robert De Niro et Al Pacino ?» Alors je pense que je lui montrerai Hit, ou le deuxième volet du Parrain, et que je lui dirai « Écoute-moi bien, ce film-là, on va le regarder bien attentivement. Tu vas plisser les yeux, tu vas te concentrer et tu vas vraiment profiter de chaque seconde. Parce que je suis vraiment pas sûr qu'on reverra un jour à l'écran deux hommes qui ont autant donné pour leur art au point d'en devenir les deux meilleurs acteurs de leur génération et peut-être même de l'histoire du cinéma. Bon voilà, oui, beaucoup d'émotions à la fin de cette vidéo, j'ai lâché ma larme, je vous l'avoue, je peux pas, voilà, je sais, ça m'émeut, je suis trop touché, je suis trop fan, trop admiratif de ces deux hommes, je sais pas quoi dire. J'espère que cette vidéo conclut bien l'année, j'en suis fier, vraiment j'ai pris un plaisir immense à la tourner, à écrire dessus, c'était trop cool. Ah oui, il fallait que je vous dise un truc aussi, merci. Voilà, merci beaucoup. Je l'ai jamais fait encore, définitivement on est vraiment dans l'émotion dans cette fin de vidéo. Merci de me suivre comme ça depuis un an, merci de faire de moi l'homme le plus heureux du monde, parce que je vis de ma passion aujourd'hui, je parle de cinéma, je donne envie aux gens d'aller voir des films, de se renseigner un peu plus, c'est tout ce que je voulais. Merci à tous, on est presque 100 000, c'est un truc de malade mental, vous êtes là, je vois les mêmes personnes qui commentent à chaque fois, vous me donnez de la force, vous m'apportez de la joie, c'est génial. Merci beaucoup. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps, et je vous dis bonne année, tout simplement, à la prochaine.